Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan. Il a présidé cet après-midi un conseil des ministres extraordinaire au palais présidentiel. Ouverture aujourd'hui des 11e journées pédiatriques, la nutrition et la santé de l'enfant au centre des échanges. Les enjeux des énergies renouvelables, c'est le sujet de l'interview de la rédaction et notre invité sera le professeur Marc Lassus. Il est ingénieur physicien et docteur en sciences. Et puis crise au Mali, l'armée malienne renforce ses positions à Kidal. 19h30, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Il est arrivé hier après un séjour de plus de 2 semaines à l'extérieur. Le président Alassane Ouattara est à Abidjan. Il a présidé cet après-midi un conseil des ministres extraordinaire au palais présidentiel. Le président Alassane Ouattara qui sera dès demain, 7 juin, en visite officielle au Congo-Brazzaville à l'invitation de son homologue Denis Sassou Nguesso. Cette visite qui prendra fin le 9 juin sera l'occasion pour les 2 chefs d'État de redynamiser l'axe d'amitié et de coopération Abidjan-Brazzaville. Santé et nutrition de l'enfant, la problématique est au centre des journées de pédiatrie. La 11e édition du genre s'est ouverte ce matin au plateau. Pédiatres, sages-femmes et puéricultrices ont 2 jours pour proposer leurs recettes pour l'amélioration de la santé infantile en Côte d'Ivoire. Grâce Kando. Le lait maternel reste le meilleur aliment pour l'enfant jusqu'à 6 mois de vie. Au-delà, il faut une diversification alimentaire. Comme j'ai accouché par césarienne, il a fallu que l'enfant mange parce que je n'étais pas encore bien portante. Maintenant, elle a commencé à refuser le biberon complètement, donc je la nourris au sein. Mon bébé a 6 jours aujourd'hui. Pendant 6 mois, je vais donner le lait maternel à mon bébé. Et puis après, au fur et à mesure, on va mixer la nourriture. Les 11e journées ivoiriennes de pédiatrie autour du thème nutrition et santé de l'enfant vont permettre de faire l'état des lieux en Côte d'Ivoire afin d'améliorer la santé infantile. La médecine évolue, la pédiatrie aussi évolue. Nous devons soigner nos malades selon les dernières données de la science dans le monde. Nous ne pouvons pas faire la médecine de 1960 en 2013. Cette rencontre des pédiatres enregistre également la présence de sages-femmes, de professeurs de médecine et des puéricultrices. La nutrition est quelque chose de très important. Surtout actuellement, on voit beaucoup d'enfants obèses, beaucoup d'enfants malnutris. Donc c'est important de voir quelle aide on peut apporter aux parents dans ce domaine-là. Ça permet aux praticiens, aux médecins de faire une certaine mise à jour de leurs connaissances, de voir les nouvelles actualités, les travaux scientifiques qui ont été réalisés. Au thème des 2 journées, des propositions seront faites à la tutelle quant à la stratégie à mettre en œuvre pour une bonne alimentation de l'enfant et la prévention des infections respiratoires. C'est fait, la situation professionnelle et les conditions de vie des agents des eaux et forêts de Côte d'Ivoire pourraient bientôt s'améliorer. Un fonds de prévoyance des eaux et forêts vient d'être mis sur pied. La cérémonie, nous dit Juliette Ouéa, s'est déroulée à Cocody, au siège de la Société de développement des forêts, SODEFOR. Ça va changer beaucoup de choses dans notre vie. D'abord la sécurité, quand nous sommes en mission dans les corridors et tout. Parce qu'il y a beaucoup de risques. Le fonds est venu à point nommé. Ça nous soulage au plus haut niveau. Avec le fonds, on va aller à la retraite avec peut-être une maison. Le fonds de prévoyance des eaux et forêts, une solution aux problèmes rencontrés par les quelques 3000 agents des eaux et forêts de Côte d'Ivoire dans l'exercice de leurs fonctions. Attaques récurrentes par des braconniers dans les différents parcs nationaux et réserves, décès ou autres maladies difficiles à assumer financièrement ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Cette mutuelle prend en compte, entre autres, la couverture médicale, l'allocation de décès et d'invalidité, les frais funéraires de l'agent et de ses ayants droit. C'est seulement aujourd'hui que nous procédons au lancement de notre fonds. C'est dire qu'en amont, certaines études ont été conduites pour l'atteinte de nos objectifs. Il s'agit d'une étude actuarielle qui nous a permis de recenser les préoccupations de nos agents de façon à mettre en place des produits viables. Donc à ce titre, nous pensons qu'à travers l'étude actuarielle, il y a un certain nombre de paramètres qui ont été circonscrits.
Le Fonds de prévoyance des eaux et forêts, né après le Conseil des ministres du 21 février 2008, a été mis en place par arrêté le 10 octobre 2012. Et puis en bref, fin aujourd'hui des audiences consacrées au contentieux électoral. La Cour suprême annule le scrutin à Doropo et dans le Tchologo. La chambre administrative de la Cour suprême, présidée par Pierre Claver-Kobo, a rendu ce jeudi les derniers résultats du scrutin couplé du 21 avril dernier. 31 dossiers analysés au total. La Cour suprême qui a confirmé la victoire de Ndoye Raymond, maire sortant dans la commune de Koumassi, et celle de l'ancien ministre des Sports, Banzio Dagobert, dans la région du Cavali. On le sait, depuis lundi, la Cour pénale internationale a demandé au procureur des preuves supplémentaires afin de déterminer si l'ex-président Laurent Gbagbo sera jugé à la haie. Les réactions fusent, notamment celles des familles de victimes de la crise post-électorale. C'était ce matin au cours d'une conférence de presse à laquelle a assisté Ami Coulibaly Kanga. Le report de l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo fâche. En tout cas, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, CVCI, n'est pas content. Nous reprochons au bureau du procureur de ne pas avoir bien fait leur travail. On ne peut pas dire que quelqu'un a posé un acte et laisser des éléments de preuve en Côte d'Ivoire ici et partir s'asseoir là-bas et attendre que la chambre préliminaire les interpelle pour dire allez-y, envoyer des preuves complémentaires qui existent, qui sont vérifiables et indiscutables. La légèreté du bureau du procureur a mené cette enquête. Ce collectif indexe aussi les autorités ivoiriennes et pour le président du collectif, l'implication plus prononcée des gouvernants s'impose. Les autorités ivoiriennes, ils ne sont pas juste dans les agissements dans cette affaire. Il y a des choses qu'on aurait pu éviter, cette situation on aurait pu l'éviter si les victimes avaient été assistées par des avocats à partir d'ici. N'est-ce pas? Des actions déjà pouvaient être menées pour ramener le bureau du procureur à mieux faire son travail, qui risque de déboucher sur la violation du droit des victimes. Toujours selon Isiaka Diaby, cet ajournement vise à préserver les droits de Laurent Gbagbo au détriment des victimes. Pour rappel, la chambre préliminaire 1 de la CPI a demandé le lundi 3 juin dernier au bureau du procureur de soumettre des preuves additionnelles ou de conduire des enquêtes supplémentaires sur un certain nombre de points avant le 15 novembre prochain. Et on parle à présent de la nouvelle assurance maladie et accident des chauffeurs de taxi affiliés à la BATCI. Cette structure qui se consacre au bien-être des employés et auxiliaires du transport vient de créer une mutuelle. Hamza Diaby. Une note d'espoir dans le quotidien des chauffeurs de Côte d'Ivoire. Désormais, une assurance maladie et accident est mise à leur disposition. L'initiative est de BEATCI, le bien-être des employés et auxiliaires du transport en Côte d'Ivoire, appuyée par un ensemble de structures partenaires. Nous voulons les accompagner, les assurances maladie, individuelles, accidents, une assistante et juridique, pour que ceux-là puissent bénéficier aussi d'un bien-être. En cas de maladie, ils puissent se soigner à un moins coût. Ils ont les cartes qu'ils vont prendre. À partir de ces cartes-là, les consultations sont gratuites. Nous sommes là pour sensibiliser les chauffeurs, pour que tous les chauffeurs n'ont qu'à prendre les cartes de BATCI, pour que vraiment on peut les soigner gratuitement. Se soigner à moindre coût, un moment longtemps attendu par les chauffeurs. Une assurance qui peut nous prendre nos charges à notre famille, on voit que c'est bien. Oui. Sinon moi en tout cas ça me plaît beaucoup. Désormais, le chauffeur et 5 membres de sa famille sont pris en charge par l'assurance à hauteur de 80%. Il lui suffit juste d'acquérir le timbre de solidarité à 500 francs CFA par jour de conduite. C'est déjà la fin de l'année scolaire dans certains centres et établissements et l'heure est au bilan. Les élèves du centre d'enseignement de Port-Bouët ont présenté leurs travaux après 9 mois de dur labeur. On reste donc dans ce reportage signé par Ami Coulibaly Kanga dans l'ère des bilans. Fin d'année au centre d'enseignement de Port-Bouët. Place à la présentation des travaux réalisés par les élèves de la première promotion au brevet des techniciens en sciences médico-sociales, coiffure, esthétique et couture. Occasion pour les apprenants de faire des rencontres avec des institutions de couture, de beauté ou celles qui exercent dans le domaine de la santé. Beaucoup de choses sont apprises, les professeurs sont à notre disposition. À notre sortie, on a droit à passer certains concours, mais notre unique problème c'est le concours de l'INFAS.
C'est là, jusqu'à présent, nous avons encore un blocage. Ce qu'on voudrait, c'est que notre ministère pense à nous et qu'il ouvre le concours de ligne face aux élèves ayant le BT en sanitaire social. Nous n'avions pas beaucoup d'élèves, mais maintenant nous avons commencé à en avoir plus, parce que nous sommes à 1348 élèves. Et le dommage, c'est que dans les filières pourvoyeurs d'emploi, il n'y a pas encore beaucoup d'élèves. On souhaite que les autorités voient ça et qu'ils nous affectent le plus possible, parce que maintenant nous avons le matériel. Voilà, donc on encourage les élèves pour que tout soit fait dans l'ordre et qu'ils aillent passer les examens sans tricherie. Le centre d'enseignement professionnel de Port-Boué entend ici tisser un partenariat avec ces institutions. Un partenariat qui pourrait déboucher sur des stages et faciliter l'insertion socio-professionnelle des élèves de l'établissement. Note festive de cette journée, défilé de mode mettant en exergue les créations des apprenants. C'est aussi la fin de l'année scolaire chez les tout-petits. Au centre de la petite enfance de Cocody, les élèves ont reçu leur diplôme. Après 5 années, ils sont prêts pour la classe du cours préparatoire première année. Alors ce matin, passage de flambeau au nouveau. Aimé Kouadio. Des prestations d'enfants en situation réelle de sécurisme. Une restitution des notions apprises en classe sur les règles d'hygiène et le savoir-vivre en famille et en société. Baptême de la promotion sortante, remise de parchemins et passation de flambeaux. Tout un programme de cérémonie qui suscite l'adhésion de l'assistance. Une preuve que désormais ces 92 élèves sont prêts à affronter les réalités de la classe de CP1. Alors, au revoir à la maternelle et au centre de protection de la petite enfance de Cocody. Chers encadreurs, nous vous disons merci pour les conseils et l'encadrement. Au primaire, nous promettons de ne pas vous décevoir. Nous serons parmi les meilleurs. Une cérémonie marquant la séparation. Satisfaction tout de même pour les responsables du centre. Nos enfants, ils ont passé 3 ans, 4 ans avec nous. Ils s'en vont. On veut marquer leur départ. Ils nous ont fait vraiment le résumé de tout ce qu'on leur a appris pendant cette année académique. En faisant tout ça, c'est pour avoir un bon citoyen. Le centre de protection de la petite enfance de Cocody accueille les enfants depuis 1978. Il est le centre d'application et d'expérimentation de l'Institut national de formation sociale, INFES. Son rôle, assurer la prise en charge sanitaire, sociale, éducative et nutritionnelle des enfants de 3 à 6 mois et ceux de la petite, moyenne et grande section. En bref, football, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont classés premiers en Afrique selon le nouveau classement de la FIFA publié ce jeudi. Les éléphants qui seront après-demain face à la Gambie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Après de violents combats, l'armée malienne renforce ses positions à Anéfis, ville située au sud de Kidal. Ce jeudi, la presse malienne fait ses gros titres sur les combats dans le nord. Hier, l'armée malienne a repris la ville d'Anéfis aux rebelles Touaregs du MNLA. À Bamako, l'opération est d'autant mieux accueillie qu'il y a quelques jours, ces mêmes rebelles avaient expulsé les populations noires de Kidal, leur fief. Je suis très content, mais jusqu'à présent, ce n'est pas au bout. Je veux que l'armée soit jusqu'à Kidal, avant les élections. Mais c'est très important, parce que si l'armée n'est pas à Kidal, je me demande comment des élections auront lieu sur tout le territoire malien. Être à Kidal avant l'élection présidentielle prévue le 28 juillet prochain, c'est l'objectif affiché par l'armée. L'armée qui pour l'heure affirme renforcer ses positions à Anéfis en attendant de poursuivre plus au nord. Pour nous, aller à Kidal pratiquement n'est qu'une question vraiment d'heure. Notre objectif, en fait, ce n'est pas seulement Kidal. Notre objectif, c'est aussi Tessalit. C'est investir toutes les zones encore sous occupation de ces groupes armés. Un regain de tension dont on a beaucoup parlé hier à Paris. François Hollande recevait le prix de l'UNESCO pour la paix en hommage à son action militaire au Mali. Pour l'occasion, 9 chefs d'État et de gouvernement ouest-africains avaient fait le déplacement. Entre les remerciements d'usage, c'est surtout de l'avenir du Mali dont il a été question et de l'élection présidentielle. Le président Yukunda Traoré a eu une nouvelle fois le courage de confirmer que les élections se tiendront donc à la date prévue. Quand je dis à la date prévue, ça veut dire dans tout le Mali, dans toutes les villes du Mali, et donc à Kidal,
Et aucun groupe armé ne peut rester armé au Mali. Groupes armés touaregs, autorités maliennes, tous se retrouveront demain vendredi à Ouagadougou pour des négociations sous l'égide du Burkina Faso. Un calendrier resté inchangé malgré les derniers combats. Et cette décision sans précédent, le gouvernement britannique favorable à l'indemnisation de survivants kenyans victimes d'atrocités coloniales. Il y a 4 ans, c'est Mau Mau. Des vétérans de la lutte pour l'indépendance du Kenya demandaient réparation à Londres pour les mauvais traitements infligés par l'Empire britannique. Bataille gagnée. 60 ans après les faits, non seulement la Grande-Bretagne a présenté des excuses, mais elle va indemniser les victimes. Coût de la facture, 23 millions d'euros répartis entre les 5000 plaignants. Le gouvernement britannique reconnaît que des Kenyans ont été soumis à des tortures et à d'autres formes de mauvais traitements entre les mains de l'administration coloniale. Nous regrettons sincèrement ces abus qui resteront comme une tache dans l'histoire de l'indépendance du Kenya. Les faits remontent aux années 50. Le mouvement Mau Mau se révolte contre l'Empire britannique. L'insurrection coûte la vie à 32 colons blancs. La répression sera sanglante. 10 000 insurgés sont abattus. Des milliers de Kenyans qui n'avaient jamais touché à une arme seront enfermés dans des camps pour leur soutien aux rebelles. Parmi eux, le grand-père de Barack Obama. Les prisonniers vivront l'horreur. Castration, aiguilles sous les ongles, certains seront brûlés vifs. Pour les survivants, c'est une page qui se tourne. Assez, ce n'est jamais assez. On a été détenu pendant 10 ans. Moi-même, j'ai été enfermé pendant 7 ans avec les miens. Mais cette déclaration de la Grande-Bretagne, même sans parler d'argent pour nous, c'est déjà assez. L'interview de la rédaction reçoit le professeur Marc Lassus. Il est ingénieur physicien, docteur en sciences. Avec lui, il sera question des enjeux des énergies renouvelables. On verra précisément quelles sont les solutions qu'il propose face au coût élevé du gaz, de l'électricité ou du pétrole. Mais ce sera après ce sujet proposé par Franck Quadio, énergie renouvelable, qui est réalité en Côte d'Ivoire. 170 kWh par an consommés en moyenne par un habitant de Côte d'Ivoire. Le triple multiplié par 10 aux États-Unis. Comme le révèlent certaines études, la consommation de l'énergie est en fonction du niveau de développement. Pour les pays en quête d'émergence donc, la question est cruciale, d'où la réforme énergétique et précisément l'électricité finalisée en Côte d'Ivoire en 1998. L'initiative a fait son chemin jusqu'en 2010 où un important délestage a, semble-t-il, modifié la donne. Conséquence, seulement 33% de leur énergie maximale est fournie par les centrales électriques. Une situation qui a fait le lit d'autres types de ressources et de plus en plus les populations entendent parler d'énergie renouvelable, d'énergie solaire. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'énergie qui n'est pas rechargeable. Nous avons besoin de l'énergie qui nous suivrait un peu partout en campagne. Dans son atelier de la commune d'Abobo, Dapé Joseph, photographe, dit utiliser souvent du matériel inadapté face à la faiblesse de la tension électrique dont il bénéficie. Si vous voyez que nous utilisons une telle ampoule, c'est réduire notre consommation. Et presque dans notre studio ici, même chez moi au service, toutes les ampoules sont comme ça. À l'intérieur du pays, bien de localités exploitent l'énergie naturelle. À Djorofa, au nord de la Côte d'Ivoire, ce jeune père de famille ne jure que par l'énergie solaire. Pour charger les portables, il fallait envoyer à Djibourosso, qui est à 10 km de chez nous. Bon, vraiment, ce n'était pas facile pour nous. Bon, avec l'arrivée de l'énergie, on dépense moins, on ne paye plus pile pour alimenter les lampes chinoises, on ne paye plus de pétrole. Les énergies renouvelables, tirées de l'eau, du soleil et de l'air entre autres, peut être la réponse aux défis énergétiques qu'entendent relever nombre de pays pauvres. Reste à formaliser l'idée au plus haut niveau des différents États.
Bonsoir, professeur Marc Lassus. Bonsoir, je l'ai madame. dit, vous êtes ingénieur physicien et docteur en sciences. Plus simplement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Bon, après une longue carrière, parce que je ne suis plus tellement jeune, dans le domaine des puces électroniques, et vous avez tous été mes clients avec les cartes SIM, je me suis reconverti, enfin plutôt réorienté depuis une dizaine d'années dans les énergies renouvelables. Alors, c'est la première fois que vous arrivez en Afrique. Pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire? Bon, d'abord parce que j'ai de très bons amis qui m'ont invité, mais aussi et surtout parce que la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan m'a invité pour faire une conférence demain. Alors, on va parler d'énergie renouvelable. D'abord, parlons de ce qui existe, coût élevé notamment de l'électricité, du gaz, le pétrole, l'essence. Or, les populations et même les entreprises ont du mal à payer les factures. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a deux enjeux essentiels. Le reportage précédent dit qu'il n'y a pas assez d'énergie fournie. Il y a des ruptures et des coupures, et pas qu'en Côte d'Ivoire, croyez-moi, mais aussi le coût de l'énergie qui ne peut qu'augmenter. Il ne va cesser d'augmenter. Donc c'est un problème très sérieux. Pourquoi? Parce que des pays émergents comme la Chine, l'Inde, l'Amérique latine, y compris évidemment l'Afrique, vont avoir des besoins de plus en plus importants. Les populations croissent, ces pays se développent, et malheureusement les ressources ne sont pas extensibles à infini, de façon infinie. D'accord, à ce propos, pourquoi, qu'est-ce qui expliquerait le fait que l'Afrique ait peu accès à l'électricité? Vous savez, il n'y a pas que l'Afrique. Hein, pas que l'Afrique, mais quand même, mais c'est vrai que le problème est plus sérieux en Afrique. C'est un immense continent, et pour pouvoir servir des régions isolées, il faut des infrastructures qui coûtent très cher, il faut tirer des lignes, etc. Et c'est là que les énergies traditionnelles ne peuvent pas faire face. Parce que vous allez construire des centrales hydroélectriques dans certains endroits, vous allez construire des centrales à charbon ou des systèmes alimentés par le pétrole, mais ça ne peut se mettre que près des grandes cités, des grands centres urbains. Mais il y a aussi le fait qu'il n'y a pas assez de fournitures. Alors l'Afrique a une chance quand même, c'est qu'on découvre du pétrole, on a découvert, mais ce n'est pas forcément... Alors ça, c'est une très bonne nouvelle, mais ce n'est pas très bon pour l'environnement et ce n'est pas très bon pour nos enfants. Alors ça veut dire quoi? Que cette découverte du pétrole sur les sites africains, sur le continent, ça ne va pas servir à grand-chose? Ça va servir dans la mesure où ça va permettre quand même de fournir plus d'énergie que ce n'était le cas jusqu'à présent. Mais vous parlez d'environnement, on parle d'économie verte. Mais évidemment, lorsqu'on fait le bilan complet pour la planète et pour nos générations futures, ce n'est pas très encourageant. Alors c'est vrai que, heureusement, apparaissent ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Alors, on a parlé du soleil dans le reportage précédent, c'est-à-dire les panneaux photovoltaïques. Alors, donc, le soleil, selon vous, peut être une solution pour réduire le coût des factures, ou bien? Et surtout, bien sûr, mais surtout, encore, ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que c'est encore un peu cher, mais ça va baisser avec le volume, mais surtout, c'est pour Qu'est-ce qui va baisser? Le coût des systèmes photovoltaïques, ce qu'on appelle parce que justement, à cause du volume. À cause du volume. Mais le gros avantage aussi du photovoltaïque et de l'énergie éolienne, c'est-à-dire du vent, c'est que ça peut générer de l'énergie de façon très décentralisée sur des sites où c'était impossible de tirer des lignes, ça coûtait trop cher. Donc on peut générer de l'électricité localement dans des endroits isolés, très loin, et en même temps le consommer sur place. Est-ce que ça veut dire que au niveau du soleil, on sait qu'il est important pour l'avenir, mais qu'on ne pourra pas vraiment investir et faire profiter les populations, puisque vous parlez du coût? Mais justement, je viens de vous dire quand même que le coût va baisser et baisse tous les jours. Va baisser et baisse tous les jours, mais on sait que ce sont les personnes les plus nantis qui arrivent à s'acheter le dispositif pour le système solaire. C'est là que l'État intervient tout de même. L'État peut installer des systèmes pour fournir les populations, peut donner des incitations financières. C'est ce qui est fait en Angleterre de façon remarquable, c'est-à-dire qu'on aide les gens à investir pour installer des systèmes solaires ou éoliens ou les deux en même temps, hybrides, et à ce moment-là, on arrive à un moment où le coût d'électricité généré par ces nouvelles énergies est inférieur à celui qui aujourd'hui est facturé aux clients. Alors, en attendant que le soleil profite aux Ivoiriens, aux populations en général, comment
permettre à tout le monde de faire des économies plutôt sur les factures. Madame, je vais vous dire, la première énergie, l'énergie la moins chère, c'est celle que l'on n'utilise pas, que l'on ne gaspille pas. Aujourd'hui, dans le monde entier, on gaspille l'énergie. On laisse les lumières tout le temps allumées, on n'éteint pas les systèmes qui sont en veille, les ordinateurs, les télévisions, etc. On n'isole pas bien les maisons, que ce soit des pays chauds ou des pays froids. C'est la première chose à faire, c'est d'économiser. Et si je suis aujourd'hui à Abidjan, c'est que j'étais invité pour qu'on puisse réfléchir notamment comment diminuer cette consommation. Pas forcément au niveau des individus ou des habitations aujourd'hui, bien que ça va être d'actualité. Mais déjà, prenez une ville comme Abidjan, aujourd'hui, la consommation électrique, rien que pour éclairer, est considérable. Et avec des technologies nouvelles, il n'y a pas que les sources d'énergie, il y a aussi les technologies nouvelles qui arrivent. Par exemple, aujourd'hui, les lampes que nous avons là consomment énormément d'énergie. On peut diminuer la facture énergétique d'une facture 50% jusqu'à 80%. Et c'est aussi pour ça que je suis là, avec des partenaires locaux, parce qu'ils ont, ils ont choisi des produits, et j'ai amené un partenaire de l'étranger. Alors, quels sont les moyens les plus courants pour faire des économies? Bon, déjà, regardons l'éclairage, que ce soit chez soi ou que ce soit dans la rue. Commençons par changer les lampes. Les lampes aujourd'hui consomment énormément en chaleur, c'est ridicule, c'est de l'énergie perdue. Et je vois que vous avez un éclairage ici qui est à base de diodes électroluminescentes, c'est des LED. C'est une solution qui permet de consommer très très peu par rapport, et d'éclairer mieux par rapport à ce qui est aujourd'hui utilisé. La RTI est donc visionnaire et pionnière, on va le dire, ici. Non, absolument. Maintenant, vous parlez tout de suite des lampes LED. Oui. Beaucoup disent, c'est encore du business, c'est pour nous faire acheter des choses qui vont peut-être dans 10 ans, qui vont être déjà dépassées encore, on va dire acheter d'autres choses. Bon, alors je vais vous dire que dire pour convaincre les plus sceptiques? C'est vrai. Bon, c'est vrai que les technologies sont sans cesse en évolution. Bon, j'ai fait des LED il y a 30 ans au laboratoire aux États-Unis, dans une société américaine, je ne dirais pas le nom. Il a fallu 30 ans pour qu'elles arrivent aujourd'hui sur le marché et qu'elles soient vraiment économiques. Ce sont des structures, et il y a 45 ans, nous faisions les puces électroniques. Les puces électroniques se généralisent, elles n'ont jamais disparaître. Les LED ne disparaîtront pas. Et les LED, expliquez un peu, les LED, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que les LED? C'est tout simplement un morceau de silicium, c'est-à-dire silicium, ça vient du sable, hein, on fait du silicium, c'est un métal semi-conducteur. On arrive à faire diffuser à l'intérieur de ce métal des produits qu'on appelle des dopants, et qui fait que si on alimente avec un courant, ça dégage de la lumière avec un rendement extrêmement important. Alors que lorsque vous prenez une ampoule normale, vous avez un filament, vous faites passer le courant, mais il y a énormément de pertes d'énergie à cause de la chaleur, et ça éclaire mal. Alors qu'avec les LED, il n'y a pratiquement aucune dissipation de chaleur. Et ça ne va pas disparaître, croyez-moi. Les puces électroniques ne disparaîtront pas. Les LED ne disparaîtront pas avant... Non, je peux prédire un siècle d'existence. Et ce n'est pas le même mécanisme que de dire, oui, aujourd'hui j'investis pour tel type de système audio, par exemple, et demain ça ne sera plus à la mode. Alors donc si on conclut, on dira certainement, première étape pour faire des économies au niveau des factures, c'est de changer nos ampoules. Déjà, c'est la première étape. Isoler les maisons, bien les ventiler, etc. Alors vous êtes à Abidjan pour une conférence, ce sera demain. Oui, c'est exact. Ce sera sur le thème les économies d'énergie. Les nouvelles technologies au service de la réduction de la facture énergétique. Voilà. Un autre exemple rapidement. Lorsque des systèmes qui éclairent tout le temps, pourquoi éclairer tout le temps, toute la nuit? Pourquoi ne pas avoir un système, lorsque vous approchez, qui s'allume? Et ça existe. Ça existe? Mais oui, bien sûr. Et grâce à vos téléphones portables. En tout cas, merci professeur de nous avoir fait bénéficier de votre expertise. Ce rendez-vous se termine. Au revoir et bonne soirée sur RTI2.